De Mogadiscio à Sarajevo, la communauté internationale le dos au mur. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne examinent en ce moment même aux Nations Unies un projet de résolution qui autoriserait l'usage de la force contre l'aviation serbe en Bosnie. Jusqu'où peut et doit aller l'action internationale pour mettre un terme à l'horreur yougoslave? Bonsoir. En Somalie, le déploiement militaire américano-français s'organise à son rythme. Demain, un premier convoi devrait partir pour Baidoa, à 250 km à l'ouest de Mogadiscio, au cœur même de la famine. Dans la capitale, la tension et la confusion des rôles ont donné lieu ce matin à un horrible incident. Pour nous, une scène intolérable d'un autre âge. Pour eux, les Somaliens musulmans, la simple expression de leur attachement à leurs mœurs. Xavier Bodin-Hulin. Hostilité à l'égard des étrangers, loi islamique et tension permanente. Il y a réuni dans cet incident bien des éléments de la difficile situation somalienne. Cette jeune femme que les militaires français auraient tenté dans un premier temps de soustraire à une foule en colère a finalement été violemment prise à partie. En la traitant de putain, plusieurs dizaines de personnes l'ont frappée, lui reprochant des relations trop amicales avec des soldats français. La jeune femme a finalement été emmenée par des policiers en civil. Elle est ce soir vivante et en prison. Les soldats sont des amis. C'est pourtant ce que dit ce tract, un dessin et un texte explicatif largué par avion à des milliers d'exemplaires au-dessus de la ville de Baidoa. Un convoi militaire américano-français partira de Mogadiscio demain matin pour cette ville, parmi les plus touchées par la famine. Les organisations humanitaires y travaillent avec d'autant plus de difficultés que les bandes armées s'y sont réfugiées. Désarmés ou ne pas désarmés, c'est ce soir l'objet d'une différence d'appréciation entre les Nations Unies et les Américains. Pour Boutros Boutros-Ghali, pas de doute, le désarmement des factions rivales fait partie de la mission des troupes internationales. Fournir des vivres, pas désarmer, c'est pourtant ce que vient de répéter George Bush en visite au Pentagone. De son côté, la France affirme ce soir clairement que désarmer fait partie du mandat donné par l'ONU. Jugement aujourd'hui dans l'affaire de l'accident de la gare de Lyon en juin 88. Le conducteur du train a été condamné à 4 ans de prison, dont 6 mois fermes. Les syndicats réagissent aussitôt par un appel à une grève nationale demain. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. On a dédouané complètement la direction de la SNCF, qui à notre sens, c'est elle qui est responsable de cet accident. Le tribunal correctionnel en a décidé autrement. Le conducteur du train a été reconnu responsable de troubles à l'ordre public et condamné à 6 mois de prison ferme. C'est une première dans un procès de ce type, ce qui a provoqué l'indignation puis la colère des syndicats de cheminots. Le président de la SNCF souhaite appuyer les syndicats s'ils décident de faire appel du jugement. Mais ce soir, c'est une situation de crise qui prévaut. Un appel à la grève nationale a été lancé pour demain. De graves perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau. SNCF encore, problème pour un TGV. 7h33 ce matin en gare de Mâcon. Un double essieu du TGV Annecy-Paris quitte les rails. Une vingtaine de personnes qui se trouvaient sur le quai ont été atteintes. Aucun des passagers du train n'a été blessé. La cause de l'accident reste pour l'heure inexpliquée. Une double enquête a été ouverte. Partie civile, avocat général. Partout, le doute s'est insinué sur la culpabilité de Richard Roman. Et c'est au bénéfice du doute que celui-ci pourrait être acquitté jeudi. C'est la dernière semaine du procès Céline et Digne Gentil se retrouve bien seul face à la détresse de la famille. Si Roman est acquitté, il y aura un assassin en liberté. Et le coupable, ce sera Gentil tout seul, mais Gentil n'a pas fait ça tout seul. Joël Guibatteux, le maire socialiste de Saint-Nazaire, inculpé ce soir à sa demande de complicité et recel d'abus de biens sociaux par le juge Renaud Van Ruynbeck. C'est l'affaire Urba-Sagesse sur le financement du Parti socialiste. Exit Gaïdar, bienvenue à Tchernomyrdine. C'est le nom du nouveau Premier ministre russe. Presque à contre-cœur, Boris Yeltsin avait proposé sa candidature au Congrès en constatant les mauvais résultats obtenus par Igor Gaïdar. Gaïdar, remercié, ne participera pas au nouveau gouvernement. Ancien apparatchik, le nouvel homme fort de l'exécutif russe a aussitôt affirmé ses convictions. D'accord pour renforcer la politique de réforme, mais pas au détriment du peuple. Un discours qui a satisfait le Congrès, mais qui risque d'être difficile à mettre en pratique. Tout va bien sous le soleil de France Télévisions. Voilà le message d'Hervé Bourges qui présentait les ajustements de la grille de janvier. À France 3, nouvelle émission littéraire de Bernard Rapp le dimanche à 18h. Grande soirée aventure le vendredi avec Thalassa et Faut pas rêver. Pour l'info, confiance et continuité. Encore un accrochage en Algérie. Des intégristes islamiques ont tué 5 policiers et grièvement blessé un 6e ce matin dès la levée du couvre-feu nocturne qui règne toujours sur Alger et les principales régions du pays.
De Mogadiscio à Sarajevo, face à l'insoutenable tragédie yougoslave, la communauté internationale est désormais le dos au mur. Plusieurs signes le prouvent. Une déclaration des 12 à Édimbourg sur la nécessité de renforcer les résolutions des Nations Unies. Des tractations en coulisses entre le Pentagone, les Britanniques et l'OTAN. Les pays musulmans qui parlent d'envoyer des troupes. Un éditorial de l'ex-président Reagan converti à l'humanitaire et aujourd'hui à Stockholm devant les ministres des Affaires étrangères de la CSCE, la conférence sur la sécurité en Europe, cette déclaration de Roland Dumas, la communauté internationale a plus que jamais le devoir d'agir. Résultat, en ce moment même aux Nations Unies à New York, à l'initiative de la France, Américains, Britanniques et Français sont réunis pour mettre au point un nouveau projet de résolution du Conseil de sécurité qui autoriserait l'usage de la force contre l'aviation serbe en Bosnie. Mais sur le terrain, les Serbes, déjà, sont largement parvenus à leur fin, comme va nous l'expliquer Philippe Pister. Sarajevo sous la neige ce matin, image d'une brève accalmie, les bombardements ont depuis repris. Pourtant hier, un cessez-le-feu était décrété, à vrai dire, le 19e depuis le début de la guerre en Bosnie, pas plus respecté que les autres. Une guerre qui se termine, si l'on en croit le leader serbe Radovan Karadzic. Le Parlement de la République serbe de Bosnie, dit-il, proclamera jeudi prochain la fin de la guerre, tout comme les frontières du nouvel État qui coïncident avec les lignes de front. De fait, terreur, purification ethnique et l'inexorable poussée des milices séparatistes serbes, appuyées par l'armement lourd et l'aviation de l'ancienne armée fédérale, ont produit leur œuvre après 7 mois de guerre. Les Serbes contrôlent désormais plus de 70% du territoire bosniaque. Aux musulmans, pourtant 43% de la population, il ne reste plus qu'une infime partie du territoire, concentrée autour de la capitale Sarajevo et des villes de Tuzla et Zenica. Des musulmans, désormais le dos au mur, car leurs alliés croates ont également assuré le contrôle d'une partie du territoire. Des Croates qui semblent désormais convaincus que la guerre est perdue et semblent prêts à passer le moins mauvais des accords possibles avec les Serbes. Général Schmitt, bonsoir. Vous êtes l'ancien chef d'état-major des armées. Vous étiez en charge, on s'en souvient, au moment de la guerre du Golfe, avant de céder la place à l'amiral Langsad. Pour vous, homme de terrain et de stratégie, est-ce que les Serbes ont déjà gagné la guerre de Bosnie? Ont-ils vraiment déjà gagné la guerre de Bosnie? C'est peut-être vite dit. En tous les cas, ils ont marqué de très sérieux points et on n'a pas fait grand-chose pour les empêcher de le faire. Et à votre avis, est-ce que maintenant, étant donné le climat international, l'escalade militaire est inévitable ou est-ce qu'il s'agit encore de, disons, de moulinets verbaux? L'escalade militaire n'est jamais inévitable. Ça dépend des menaces et de la volonté de les exécuter que l'on peut faire brandir devant les Serbes. Je ne crois pas qu'actuellement l'embargo soit aussi hermétique qu'on le fasse. Et puis, pour en revenir à une discussion qui est actuelle, celle du survol de la Bosnie-Herzégovine par l'aviation serbe. C'est ce qui est donc discuté en ce moment même aux Nations Unies. Eh bien, moi, je pense qu'il y a 3 mois, lorsque l'on a interdit à l'aviation serbe de s'aventurer au-dessus de la Bosnie-Herzégovine, on aurait dû en même temps décider d'abattre les avions serbes qu'ils feraient. Et comment? Eh bien, avec les avions des forces mandatés par les Nations Unies, qui peuvent être français, anglais, américains, italiens, allemands, pourquoi pas. Alors pour le moment, il faut le dire, et votre successeur, l'amiral Langsad, l'a reconnu, la situation des casques bleus devient intenable dans l'ex-Yougoslavie et surtout en Bosnie. La plupart d'entre eux sont français. Pierre Babet et Marc Doux étaient avec eux il y a quelques jours encore. Cetingrad, village martyr. Les casques bleus n'y veillent plus que sur des ruines et un monument aux morts profané. Que 3 miliciens serbes débarquent et les casques bleus doivent rembarquer, car la consigne c'est la consigne, pas l'ombre du début d'un commencement de provocation, règle numéro 1 de l'ONU. On provoque pas, on n'est pas là pour provoquer, on est là pour faire de l'aide humanitaire et non pas pour déclencher la 3e guerre mondiale comme tout le monde le dit. On rembarque là. Déploiement impressionnant mais souvent simple gesticulation selon le vocabulaire militaire. Car l'ONU c'est avant tout le consensus. Avant l'arrivée du moindre véhicule blanc, des dizaines d'heures de négociations, de conciliation pour l'accord de toutes les parties, tortionnaires et victimes, à la même table.
Absolument, j'ai participé à ces négociations sur zone, j'ai rencontré les autorités des deux côtés et nous leur avons exposé la composition du bataillon avec précision et sa mission. Alors, à quoi servent vraiment les casques bleus? D'abord et surtout peut-être à compter les coups. Qu'est-ce que vous inscrivez là? Je vois Pocoge, 8h44. C'est l'heure quand les coups ils ont commencé. Et là, c'est le nombre de coups. À quoi servent-ils vraiment ces casques bleus? À tenter d'atténuer les effets sans jamais pouvoir s'attaquer aux causes. Mais que l'une des parties, est souvent la plus forte et la plus dominatrice, veuille enrayer le fragile processus de paix, et c'est toute la machine onusienne qui s'en trouve bloquée, à la grande fureur souvent des casques bleus eux-mêmes. Général Schmitt, vous connaissez ces hommes, ça doit vraiment être très dur pour eux. Oui, c'est une des missions les plus difficiles qu'on puisse avoir à remplir. Nous l'avons déjà rempli au Liban, nous avons eu à peu près la même efficacité au Liban que celle que nous avons en Yougoslavie. Nous avons peut-être sauvé quelques Libanais dans la zone tampon où était la finule et à Beyrouth. Mais pour des militaires, c'est des missions extrêmement difficiles. Évidemment, cette émission nous montre bien quel est le fond du problème. Le fond du problème, bon, ces casques bleus permettent de sauver quelques vies humaines dans Sarajevo, rien que pour ça. Leur présence est justifiée. Mais empêcher de plus larges débordements, eh bien, il n'y a qu'une solution. C'est adopter la solution qui est adoptée en Somalie, c'est-à-dire être largement plus fort que ceux à qui on veut faire entendre raison. Alors pour cela, Général, combien d'hommes faudrait-il en Bosnie? Écoutez, je l'ai écrit et je me limite là, bien sûr, à la Bosnie-Herzégovine. Oui. J'estime qu'il faudrait aux environs 200 000 hommes. Ce serait, je n'ai pas actuellement les évaluations faites sur les partis en présence, etc., etc. Je pense aux environs de 100 000 hommes. Je pense quand même que l'Europe, je mets à part les États-Unis, l'Europe de l'UEO fait 320 millions d'habitants. Nous avons su mettre sur pied des armées de millions d'hommes dans le temps. Nous ne serions pas capables alors aujourd'hui de mettre sur pied 100 000 hommes. C'est assez triste. C'est combien de divisions, 100 000 hommes? Ça représente 4 à 5 divisions, et avec évidemment tout leur soutien, leurs appuis aériens, etc. C'est ce qu'on avait en Algérie à un moment donné. On avait beaucoup plus que ça. Nous avions 500 000 hommes en Algérie au moment du cessez-le-feu. Enfin, c'est déjà beaucoup quand même. Et nous y avons passé 8 ans avec 500 000 hommes. Jean d'Ormesson, vous avez écrit dans le Figaro Magazine de samedi dernier un éditorial où vous faites état d'un devoir d'assistance et vous dites qu'entre la Somalie et la Bosnie, bien sûr, il y a des différences que l'on connaît maintenant, des différences de terrain, aussi des différences peut-être de, disons, de climat international. Est-ce que vous avez été, vous, sur place, est-ce que vous pensez ce soir qu'il est temps maintenant d'intervenir militairement, ne serait-ce que par une frappe de l'aviation, comme il semble en être question aux Nations Unies? Je crois que j'ai deux sentiments contradictoires. Le premier est que je trouve qu'on a trop tardé. On a trop tardé et nous avons mis sur le même plan les adversaires. Et je crois que diplomatiquement et politiquement, il fallait condamner plus fermement et plus vite le régime Milosevic. Il y a un responsable, c'est Milosevic, et il n'a pas été condamné moralement avec suffisamment de fermeté. C'était dit dans le reportage que vous avez montré, les soldats comptent les coups. Oui. Eh bien, j'ai trouvé la formule terrible. Les soldats sont réduits à compter les coups et ils mettent évidemment les adversaires dans le même sac, malgré eux. Et je crois qu'il y a là, personne n'admire plus que moi l'action humanitaire, mais je crois qu'il y a une pollution de la politique par l'action humanitaire qui nécessairement met les adversaires sur le même plan. Mais la politique ne devait pas les mettre sur le même plan. Il fallait condamner plus vite et plus fort Milosevic. Et une fois, comme le dit très bien le général Schmitt, une fois qu'on avait interdit l'accès du ciel aux avions serbes, il fallait abattre ceux qui ne respectaient pas ces instructions. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire maintenant. Général Schmitt, pour abattre ces avions serbes, est-ce que les Européens peuvent le faire tout seuls ou est-ce qu'on a besoin, une fois encore, des Américains? Sur le plan purement technique, les Européens peuvent parfaitement le faire tout seuls. On a assez d'avions pour ça? Bon, on a largement plus qu'il en faut d'avions pour cela. Nous parlons bien des Européens.
Je voudrais faire une précision. On a quelquefois en France un espèce de masochisme gaulois, hein, et à se dire nous ne faisons pas assez, etc. C'est nous qui faisons le plus, proportionnellement dans le monde actuellement, entre le Cambodge, la Somalie, la Yougoslavie. C'est la France qui, proportionnellement à sa population, a le plus de soldats qui agissent au profit des actions humanitaires des Nations Unies. Mais il faut que l'Europe ne cesse pas de s'indigner, mais ne se contente pas de s'indigner. Général Schmitt, revenons encore une fois à la possibilité qui peut véritablement intervenir dans les prochains jours d'une frappe aérienne contre les avions serbes. Est-ce que vous, d'après vous, vous pensez que ce seront les Européens qui vont le faire ou les Américains? Écoutez, moi je souhaiterais que ce soit les Européens, parce que ceci dynamiserait l'Europe et donnerait une conscience aux Européens. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Le danger, ce sont les casques bleus, parce que ces hommes sont sur le terrain. Est-ce qu'une frappe aérienne chirurgicale, comme vous dites, vous les spécialistes, est-ce que ça ne les mettrait pas eux en péril à partir du moment où ils deviendraient des cibles pour les Serbes et pour les milices, et ils risqueraient en plus d'être pris en otage? Vous avez tout à fait raison, les casques bleus seraient dans une situation difficile dans l'hypothèse de toute action militaire, même une action militaire air-air contre les avions serbes. Donc par conséquent, il faudrait être prêt à soutenir les casques bleus, enfin ceux qui risqueraient d'être encerclés et qui ne sont pas seulement français, il y a des Ukrainiens aussi autour de Sarajevo. Et pas mal de Britanniques. Et pas mal de Britanniques. Il faudrait être prêt à agir pour de quelle manière, leur venir en aide. De quelle manière? Ah ben écoutez, moi je ne vois qu'une opération terrestre dans ce pays-là. Jean d'Ormesson, est-ce que vous pensez que les Français, l'opinion publique française, quelle que soit la nature du débat politique, est-ce que vous pensez que l'opinion publique française est prête à soutenir une opération terrestre qui risque d'être coûteuse en vies humaines? Est-ce que nous sommes prêts à ce que nos fils meurent pour Sarajevo? Alors je vais vous dire, je trouve que maintenant c'est peut-être un peu tard. Évidemment, moi qui étais ardemment pour une intervention, qui était ardemment pour la condamnation de Milosevic, je crains maintenant que nous soyons entraînés dans des opérations dans le monde entier. Nous voilà en Somalie, nous voilà au Cambodge. Est-ce que nous allons maintenant nous faire entraîner dans des opérations avec peut-être plusieurs centaines de milliers d'hommes?